Tout le monde est plus ou moins arrivé, donc on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire qu'on organise en partenariat avec l'URPS chirurgien dentiste et pharmacien. Et je laisse la parole au docteur Léclou et Guillot. Oui, bonjour à tous. Écoutez, on est ravis de faire ce point sur inhibiteur de la résorption osseuse, ostéoporose, qui semble causer un certain nombre de questions pour le moins, quelquefois de comportements qui sont aussi questionnables d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on est là pour faire le point et répondre aux questions que vous pourriez vous poser, le mieux qu'on puisse le faire. Hein. Et puis, certaines. Alors, l'URPS nous a envoyé en amont 5, je ne sais plus, 4-5 questions. Bon, les réponses seront comprises hein, dans le diaporama. Et donc là, nous sommes, le docteur Pascal Guyot et moi-même, donc là, pour faire ce point. Pascal Guyot, je me permets juste de la présenter, elle est PH au CHU de Nantes, et c'est cette praticienne qui est en charge la plupart des patients ostéoporotiques du CHU de Nantes. Donc je pense que c'est une personne ultra qualifiée pour le sujet d'aujourd'hui. Et donc moi-même qui suis en chirurgie orale ou stomatologie comme vous voulez, et qui voit les patients atteints d'ostéochimionécrose des mâchoires. Mais écoutez, sans tarder, on va commencer. Si vous voulez bien partager le diaporama, ça serait gentil. Bon, sinon, voilà. Ce sera plus simple si vous avez le partage, ce sera peut-être plus simple que vous le fassiez défiler vous-même. Oui, mais il faut que j'aille le chercher ou vous l'ouvrez? Non, il veut qu'on l'ouvre nous. Ah. Ouais. Pour que vous ayez la main dessus, ce sera plus confortable pour vous. Je l'avais, il est là. Ouais, c'est ça. Ok. Je ne sais pas s'il est chez lui. Là, vous le voyez? Pas encore. Partagez, ouais. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Juste à titre informatif, ce webinaire il est enregistré, il y aura un replay et à l'issue de celui-ci, on vous enverra un questionnaire de satisfaction. Donc, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas être visibles à la caméra, vous pouvez couper vos caméras. Ok. Donc là, vous avez bien, vous nous confirmez que vous avez le diaporama à l'écran, hein? Non. Non, on voit le lien Zoom. Attendez, je vais le partager. Parfait. C'est bon ou pas? Oui. Ah, c'est bon là. Là, vous l'avez? Oui, Ok, parfait. Et vous voyez que je défile là? oui. Ok, très bien. Mais écoutez, on va démarrer cette présentation. Alors, il va d'abord y avoir une présentation, la première partie, pardon, de cette présentation va être assurée par Pascal Guyot, puisqu'elle est relative à l'ostéoporose, et puis je prendrai le relais sur les manifestations buccales des traitements par inhibiteur de la résorption osseuse. Pascal, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas faire un cours sur l'ostéoporose, loin de là, mais je voulais vous faire partager quelques points importants sur l'ostéoporose. D'abord, vous le savez tous, mais c'est bien de le répéter, c'est une maladie de la femme et de la femme vieille qui est d'ailleurs le seul mammifère à avoir ce qu'on appelle une ménopause, qui entraîne une augmentation énorme de la résorption osseuse et une perte osseuse énorme, ce qui entraîne évidemment l'augmentation du risque de fracture chez la femme, notamment après 60 ans. J'aime beaucoup les pyramides des âges, donc vous en avez une là qui est déjà ancienne, qui est de 2018. Vous voyez le gros paquet de femmes au-delà de 60 ans. Nous sommes actuellement 10 millions et demi, plus de 10 millions de femmes de plus de 60 ans, et ça va augmenter encore jusqu'à 2035, puisqu'il faut que le baby-boom devienne vieux et meure pour que nous puissions retrouver des chiffres corrects, on va dire.
Alors, quelques mots sur l'épidémio du traitement. En fait, l'ostéoporose, rassurez-vous, n'est pas prise en charge en France. Il y a à peu près 10% des patientes qui devraient avoir un traitement qui sont traitées. Si on traitait correctement nos patients, on aurait, après 50 ans, 40% des femmes traitées et 10% des hommes. Donc, vous voyez, on en est loin, mais tout ça pour vous dire que bisphosphonate et denosumab, c'est évidemment un sujet grave parce que nos patientes devraient être traitées beaucoup par ça. 2 mots sur le remodelage osseux, donc dégradation avec des ostéoclastes qui fait des trous dans l'os, on résorbe l'os vieux et puis on synthétise l'os neuf avec des ostéoblastes. Donc ça, ce cycle vertueux marche bien jusqu'à 20 ans. Et puis à partir de 20 ans, ça commence à dérailler un peu, c'est-à-dire qu'on résorbe plus qu'on ne fabrique. Et puis à la ménopause chez les femmes, la dégradation explose, alors que la fabrication osseuse reste assez plate, voire diminue. Donc décalage entre formation et résorption, d'où poids d'os qui diminue, et donc fragilité osseuse. L'examen clé pour examiner une ostéoporose, en tout cas pour en faire le diagnostic, c'est l'ostéodensitométrie. Examen très, 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 très prédictif du risque de fracture, avec une augmentation exponentielle du risque de fracture avec la diminution de la DMO. Donc, c'est vraiment l'examen clé qu'on fait pour faire le diagnostic, bien sûr, et qu'on fait peut-être un petit peu moins, on pourra en parler si vous voulez, chez les gens très âgés qui ont des fractures dites sévères, on va en reparler après. Alors, 2 mots aussi sur une chose importante que je vais répéter après aussi, c'est que il y a l'ostéoporose densitométrique, donc vous faites le diagnostic chez une femme qui a des facteurs de risque, qui est maigre, qui boit, qui fume ou qui prend des corticoïdes, et puis il y a l'ostéoporose fracturaire. Et ça, c'est 2 sujets, c'est un peu l'hypercholestérolémie versus l'AVC ou l'infarctus de l'autre côté. Vous voyez, donc l'ostéoporose densitométrique, on peut éventuellement retarder le traitement à discuter. En tout cas, dans l'ostéoporose fracturaire, notamment dans l'ostéoporose fracturaire sévère, on ne peut pas retarder le diagnostic. Regardez ces chiffres. Chez une femme de 55 ans qui a une diminution de la DMO de 10% par rapport aux normes, le risque de fracture dans l'année, c'est 0,5%. Donc, très faible. Une femme de 70 ans qui a le même résultat d'ostéodensitométrie, mais qui vient de se casser une vertèbre, un risque de 30% de récidive fracturaire. Vous voyez, on n'est pas dans le même cas. Et évidemment, la femme de 70 ans, il faut sans doute la traiter rapidement. Alors, il y a 2 notions importantes qui sont arrivées ces dernières années en ostéoporose. Premièrement, le risque de nouvelles fractures à court terme, ce qu'on a bêtement traduit de l'anglais par le risque imminent de récidive fracturaire. C'est le fait que quand on se casse, on risque de se recasser. On risque de se recasser notamment quand on tombe, mais pas que. Et ce risque, vous voyez, est augmenté de 5 à 6 fois dans les 2 ans qui suivent la première fracture. Et ça diminue assez lentement puisque ça reste supérieur à la normale jusqu'à 10 ans de suivi. Et l'autre notion importante, c'est le concept de fracture sévère. La fracture sévère, c'est une fracture qui augmente le risque non seulement de récidive de fracture à court terme, mais aussi la mortalité. Ces fractures-là, c'est la fracture du col du fémur, c'est la fracture de vertèbre, c'est la fracture de bassin, fracture de la très vieille dame, et c'est la fracture du col huméral. Ces 4 fractures-là sont des fractures dites sévères, fractures qui peuvent nous permettre de ne pas faire d'ostéodensitométrie dans certains cas et de traiter les gens indépendamment du résultat de la densité osseuse. La conséquence des fractures, ben, ça a un intérêt éventuellement sociétal parce que ça tue. Donc, une fracture du col, c'est 30% de mortalité dans l'année qui suit. Comme ça survient chez des vieilles gens, des vieilles personnes, ça peut être intéressant de vider nos maisons de retraite. Mais si on veut être un peu moins cynique, la morbidité de la fracture du col du fémur est énorme, avec 50% des femmes seulement qui récupèrent leur état d'autonomie antérieur à la fracture. Donc, maison de retraite, aide à domicile, tutti quanti. Donc, vous le savez mieux que moi, c'est une fracture
méchante. Et puis les fractures vertébrales, quand on en a une, ça peut aller encore, mais quand on en a plusieurs, on diminue de taille et uniquement au niveau du torse, ce qui n'est pas très drôle. Syphose, rachialgie chronique, insuffisance respiratoire au pire. Donc vous voyez, la fracture, ce n'est pas si anodin que ça, même si c'est en général l'interne de garde qui s'occupe de la réparer aux urgences. Et donc, j'insiste avec cette diapo sur ostéoporose densitométrique différente d'ostéoporose fracturaire. Et d'ailleurs, nos indications thérapeutiques varient en fonction de la fracture et à peine en fonction du T-score. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous avez une fracture sévère, vous devez traiter quasi tout le monde et même réfléchir quand le T-score est supérieur à -1, c'est-à-dire quand il est normal. Donc, ça nous arrive de traiter des patients à densité normale ou quasi normale quand il y a eu une fracture sévère. Fracture non sévère, c'est les autres fractures, celles que je n'ai pas citées, donc tout le reste sauf le crâne, les doigts et les orteils. Et là, vous voyez des -2, dès au-dessus de -2, on réfléchit, mais en dessous, on traite. À l'inverse, chez les gens qui ne sont pas cassés, les indications thérapeutiques sont beaucoup plus drastiques, parce qu'il faut un T-score inférieur à -3. Donc, les femmes ostéoporotiques sur l'ostéodensitométrie mais pas cassées, on les traite si elles sont en dessous de -3. Et entre -2 et -3, on réfléchit en fonction des facteurs de risque des patientes. Mais vous voyez, on traite tardivement finalement les femmes non cassées. Alors, les traitements, vous les connaissez comme moi. On a des traitements qui agissent sur la résorption osseuse et c'est de cela dont on va parler maintenant. Et puis, il y en a qui agissent sur la formation osseuse, comme le teriparatide et le romosozumab, qui n'a pas encore de prix en France, qui, eux, agissent sur la formation et n'ont aucune conséquence sur les dents. Et donc, les deux en rouge, c'est évidemment ceux qui intéressent tout le monde, les bisphosphonates et le denosumab. En bisphosphonate, on a des traitements Péros qui sont hebdomadaires, donc c'est 1 comprimé par semaine. C'est l'alendronate ou le risédronate et ça se donne 5 ans. J'allais dire maximum, mais il faut garder cette notion en tête qu'au-delà de 5 ans, il faut vraiment se poser la question de laisser le traitement. Et puis, d'abord, d'un point de vue osseux, d'un point de vue efficacité du traitement sur l'ostéoporose, on n'est pas sûr d'être vraiment efficace après 5 ans de traitement, indépendamment des effets secondaires qu'on va voir après. Et puis en IVL, on a le zoledronate, 5 mg par an, maximum 3 perfs d'affilée, enfin 1 an d'intervalle. Pas de 5 ans, c'est 3 ans le traitement. L'étude à 6 ans n'a pas montré de supériorité sur l'étude à 3 ans, donc il n'y a pas d'indication à laisser un bisphosphonate IV pendant plus de 3 ans. En tout cas, il faut vraiment réévaluer le patient et se poser la question si on se demande s'il faut poursuivre. Et enfin, le denosumab, qu'on voit de plus en plus prescrit, notamment chez les insuffisants rénaux. Il faut garder en tête que ce n'est qu'en relais des bisphosphonates que nous avons le droit de le prescrire en France, que dans la région, en tout cas, il n'y a pas un engouement fou, donc on n'a finalement pas trop de problèmes, on en a, mais pas énormément de problèmes avec ce médicament qu'il est très difficile de prescrire et surtout de suivre, parce que le traitement, on le donne 3, 5, maximum 10 ans, avec des risques secondaires non nuls. Et surtout, il ne faut pas l'arrêter brutalement, il faut faire un relais avec un bisphosphonate à nouveau. Donc, délicat à utiliser et à manier, et à mon avis, il faut une concertation avant de s'amuser à le prescrire. Alors, est-ce que c'est efficace tout ça? Parce qu'on inonde nos patients de bisphosphonate et de denosumab, oui. Les traitements qui inhibent la résorption osseuse diminuent de 70% à 3 ans le risque de fracture vertébrale et de 40% à 3 ans du risque de fracture de hanche. Après une fracture de hanche, à 3 ans, diminution de 40%. Et puis, il y a cette notion qu'il faut avoir en tête, c'est que le zoledronate, dans son étude première Horizon 1, qui a été faite en 2009, montrait une diminution de la mortalité chez les patients traités par rapport à ceux qui n'étaient pas traités, indépendamment du risque fracturaire. Une diminution de 28% de la mortalité après une fracture du col du fémur chez les patients traités. Enfin, on a des critères d'arrêt des traitements. Il faut toujours se poser la question de l'utilité de la poursuite d'un traitement. Quand on réévalue les patients à 3 ans, s'il n'y a pas eu de fracture sous traitement,
s'il n'y a pas de nouveaux facteurs de risque, s'il n'y a pas de diminution de la densité minérale osseuse, en gros, si elle est restée stable, au mieux si elle a augmenté, mais déjà si elle est restée stable, ça veut dire qu'on a déjà eu une certaine efficacité. Et enfin, en cas de fracture sévère uniquement, si on a atteint moins de 5 au col du fémur, eh ben on a le droit et on a même le devoir de faire une pause thérapeutique, d'arrêter le traitement et de laisser, je dis, l'os respirer, ce qui est complètement absurde, mais ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, on fait des pauses de 1 à 2 ans, voire 3 ans, en fonction du traitement donné initialement, et on réévalue avec à nouveau une densité osseuse, éventuellement des marqueurs de résorption avant de reprendre un traitement au bout de quelques années. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'os, et je suis à votre disposition pour des questions. Merci. Ce que je vous propose, c'est de... Vas-y, c'est où que tu passes? Ah oui, c'est juste la molette, ok. Ce que je vous propose, c'est de continuer et puis de réserver les questions auxquelles on n'aurait pas répondu à la fin. Donc, de quoi parle-t-on? L'effet indésirable le plus redouté dans notre profession de chirurgien dentiste, de stomato, avec les inhibiteurs de la résorption osseuse, que je vais les appeler IRO pour la suite de mon exposé. C'est cette ostéochimionécrose dont on parle tant, à tort non, mais à travers souvent. C'est une pathologie donc qui est apparue avec la commercialisation des alors non pas des biphosphonates parce que c'est très vieux, les biphosphonates, mais c'est les biphosphonates de dernière génération, les aminobiphosphonates. Et puis on voit ça aussi avec le denosumab. Il y a une définition qui est clinique. On n'en connaît pas bien la physiopathologie encore. On pense que l'inflammation a un rôle majeur, mais la définition de l'ostéochimionécrose est essentiellement clinique. Et c'est donc une zone d'os exposée en bouche, au niveau d'une mâchoire, que ce soit la mâchoire supérieure, c'est-à-dire le maxillaire, ou inférieure, c'est-à-dire la mandibule. Et cet os nécrotique qu'on voit apparaître après en bouche souvent se surinfecte, vu la septicité buccale. Et donc, c'est une zone d'os exposée depuis plus de 8 semaines pour la différencier d'autres types d'ostéonécrose qu'on rencontre avec les corticoïdes, par exemple. C'est beaucoup plus rare. Et puis, il faut exclure évidemment toutes les ostéonécroses qui sont liées à d'autres traitements, comme l'irradiation cervico-faciale, qu'on appelle ostéoradionécrose. Alors, ce qu'il faut savoir déjà au niveau chiffres, où est-ce qu'on va? Cette ostéochimionécrose, elle est beaucoup plus fréquente dans un cadre carcinologique. D'accord ? Donc, ce sont des cancers qui ont une incidence osseuse, soit primaire, soit métastatique. Et donc, dans ce cadre-là, les inhibiteurs de la résorption osseuse sont donnés à haute dose. Et donc, l'ostéochimionécrose se rencontre beaucoup plus fréquemment dans ce cadre-là. Alors là, je vous ai mis que 2 molécules, le zoledronate et le denosumab, et ce sont ceux qui sont utilisés dans ce cadre-là. Donc vous voyez que c'est pas anodin quand même. En moyenne, on est légèrement inférieur à 5% dans les 2 cas, mais c'est pas anodin. En revanche, dans le cadre bénin, c'est le cadre qui nous préoccupe aujourd'hui, l'ostéoporose. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même échelle, que ce soit avec les biphosphonates ou avec le denosumab. Vous voyez qu'on parle de 0,02 à 0,05 en gros, ou même 0,3%. Mais on n'est pas du tout dans la même échelle. Sur le plan clinique, on distingue les ostéochimionécroses suivant leur degré de sévérité. Et ça a une incidence, ça a une corrélation thérapeutique sur la prise en charge des patients atteints, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais sachez qu'en gros, plus l'ostéochimionécrose apparaît sévère, plus étendue, on va dire ça comme ça, et plus le traitement sera lourd. Ça peut aller sur des traitements chirurgicaux. Donc là, vous avez des grosses, les ostéochimionécroses de stade 3 sont les plus étendues. Vous voyez, on voit encore les empreintes des racines dentaires qui ont été extraites parfois plusieurs mois auparavant. Il n'y a plus aucun remaniement osseux.
Le stade 2, bah, c'est un peu moins étendu. Vous voyez ces zones d'os là exposées. Alors ça apparaît jaunâtre. Parfois, il y a des petites suppurations, hein, en périphérie. Et puis le stade 1, bah, vous voyez, ce sont des toutes petites plages, hein, qui généralement sont infracentimétriques, hein, d'exposition. Parfois, c'est simplement, et comme sur la diapo de droite, vous avez une simple boutonnière. Là, on est à la mandibule, on est à l'aplomb d'une molaire mandibulaire. Il y a une petite boutonnière là qui s'ouvre sur l'os. Et puis dans sa dernière actualisation, cette classification, c'est celle qui fait autorité, hein, partout. C'est celle de la OMS, c'est-à-dire c'est l'Association américaine des chirurgiens maxillofaciaux et oraux américains. Il y a un stade 0, c'est-à-dire qu'il y a un stade qui est sans exposition osseuse au début, mais on sent qu'il y a un phénomène inflammatoire qui est sous-muqueux, c'est ce qu'on voit là au niveau de ce maxillaire, au niveau gauche, et puis qui vient s'exposer généralement c'est dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent. Donc le stade 0 est donné à posteriori. C'est important, hein, parce que ça veut dire que quand même, au niveau physiopathologique, ça veut dire qu'il y a déjà une inflammation présente au niveau osseux qui ensuite va s'extérioriser à travers la muqueuse, hein, et pas l'inverse. Les facteurs aggravants de cette ostéochimionécrose, ce sont ceux qu'il faut connaître et ce sont ceux qu'on évalue, nous, en clinique, quand on nous adresse des patients qui sont candidats à un traitement, on va revenir dessus, ou qui ont une ostéochimionécrose avérée. C'est d'abord, quel est le cadre de prescription? Est-ce que on est dans un cadre malin ou bénin? Je ne reviens pas, je vous ai montré tout à l'heure. La puissance de la molécule, aujourd'hui, c'est le zoledronate. Tout à l'heure, Pascal lui nous a parlé du zoledronate, elle nous a parlé de l'alendronate et du risedronate. Évidemment, ce sont des aminobiphosphonates qui sont très puissants et évidemment, ce sont les plus utilisés. Et puis, il y a une notion qui est mal connue et qu'on a un peu de mal à appréhender, mais qui joue énormément, c'est la dose cumulée. Ça vaut pour les biphosphonates, hein. La dose cumulée, les biphosphonates sont des molécules qui ont une rémanence osseuse qui est extrêmement longue. On n'arrive pas à quantifier exactement la durée de vie d'une molécule de biphosphonate au niveau osseux. Certains parlent de 5 ans, j'ai vu des papiers à 10 ans. Bon, bref, c'est très très long. Ce qui fait que même lorsqu'une patiente ou un patient a arrêté son traitement par biphosphonate, il demeure quand même à risque, hein. C'est quelque chose qu'il faut bien... Et donc, plus la durée de prescription est longue, plus donc la dose cumulée est importante et plus le risque d'ostéochimionécrose devient important. Alors là, je vous ai mis 2 exemples. Le zoledronate IV, c'est l'Aclasta en injection annuelle dans le traitement de l'ostéoporose. Et on voit que les études montrent que le risque d'ostéochimionécrose sort à peu près à 16 mois. Donc un peu plus d'un an, un an et demi. 4 mg, c'est la dose qui habituellement est donnée. Et versus donc l'alendronate qui est donné ici à 70 mg sur 54 mois. Donc vous voyez qu'on est à 4 ans et demi. Donc le risque sort plus avec le zoledronate à peu près 1 an et demi. Et donc l'alendronate ou le risedronate, hein, qui sortent à peu près à 4 ans et demi, 5 ans. 4 ans et demi, 5 ans, on tombe sous ce que nous a dit Pascal Guyot tout à l'heure, hein, c'est 5 ans de traitement, on réévalue. Et bien là, on y est. On y est. Les autres facteurs aggravants, alors dans un cadre carcinologique, il y a l'association avec les anti-VEGF, qui sont des anti-angiogéniques, qui souvent, hein, sont couplés pour limiter la propagation des métastases, et en particulier des métastases osseuses. Donc, ce n'est pas du tout dans le cas de l'ostéoporose. Évidemment, il y a les facteurs de comorbidité au niveau des tissus osseux qui sont connus. C'est le diabète qui est mal contrôlé. C'est l'addiction tabagique, ça oui. Les corticothérapies concomitantes, voire les traitements immunosuppresseurs concomitants. Pour les chirurgiens dentistes qui sont présents là, il y a la présence d'une maladie parodontale active. Le parodonte, je rappelle que c'est les tissus de soutien de la dent. Donc il y a l'os, il y a la gencive, il y a le ligament, hein, qui permet d'attacher la dent à l'os. Donc lorsqu'il y a une infection et une inflammation à ce niveau-là, clairement c'est un facteur aggravant, je vais vous le montrer après. Il y a les gestes bucco-dentaires avec une incidence osseuse, ce qui a fait que les dentistes et les stomatos ont été pointés du doigt dès le début de des ostéochimionécroses,
en disant qu'il provoquait, en extrayant les dents en particulier, ces osteochimionécroses. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Et l'hygiène. Alors l'hygiène aussi a un rôle extrêmement important. Les gestes bucco-dentaires facteurs à risque, je vous montre juste cette diapo. Elle commence à dater, mais j'avais suivi une cohorte de patients lorsque j'étais parti en mobilité en Suisse. Je suivais une cohorte de patients atteints d'ostéochimionécrose et on avait eu, on l'a constaté 2-3 fois, un patient qui était traité. Hein, c'était dans un cadre carcinologique. Hein, là. C'était un cancer de la prostate métastatique osseux. Et on a vu, il était suivi par ce qu'on appelle des scintigraphies osseuses. Aujourd'hui, on fait plutôt des PET scans, mais c'était des scintigraphies osseuses qui marquaient les foyers de remaniement osseux excessif. Ça permet de dépister les métastases osseuses, en particulier au niveau costal, au niveau vertébral. Et vous voyez que il y avait rien, c'est en bas à gauche, il n'y avait rien au niveau mâchoire, mandibule. Et puis on voit apparaître en juin 2007, là en l'occurrence, un foyer de fixation au niveau de l'angle mandibulaire. Et en fait, ce foyer de fixation s'est extériorisé ensuite. On l'a vu 5-6 mois après apparaître en bouche. C'est la fameuse boutonnière là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, si vous voulez, on a une preuve comme quoi le foyer d'hyperremaniement osseux est présent avant son exposition clinique. Donc, est-ce que les gestes bucco-dentaires sont facteurs de risque? À la rigueur, ils sont facteurs aggravants, mais ils ne sont pas facteurs déclenchants. Et ça, c'est important à bien comprendre. C'est quelque chose qu'on avait montré aussi avec une équipe de rhumato de Cochin, à l'époque, Christian Roux, où on avait eu un PHRC financé et on avait suivi des femmes essentiellement, des femmes ostéoporotiques et des extractions dentaires, et on a pu montrer que finalement, il n'y avait pas de retard de cicatrisation osseuse dans cette population-là versus une population contrôle non traitée par IRO. L'hygiène bucco-dentaire, ça oui, ça a été montré, démontré plusieurs fois. Je vous montre ici la première étude qui montre que, alors c'était aussi dans une population carcinologique. C'était des patients qui étaient suivis pour myélome multiple, si mes souvenirs sont bons, avec des métastases osseuses. Et ce qu'il faut regarder, c'est le premier graphique en haut à gauche. Chez tous les patients, les autres sont différenciés en fonction des traitements, mais on va prendre le total. Ce qui était montré, c'est qu'il y avait deux groupes de patients. Un groupe de patients chez lesquels les habitudes d'hygiène n'étaient pas modifiées, on leur disait de continuer comme ils faisaient d'habitude, et l'autre groupe de patients chez lesquels il y a eu une motivation à l'hygiène orale, il y a eu un enseignement des brossages, il y a eu un détartrage surfaçage 2 fois par an. Et vous voyez qu'au bout de 2 ans, 24 mois, l'incidence de l'ostéochimionécrose, elle a été divisée par 2. Par 2. Donc c'est énorme. Et donc c'est évidemment le premier conseil qu'on va donner aux patients qui sont sous inhibiteurs de la résorption osseuse, c'est qu'il va falloir agir là-dessus, y compris des tartrages surfaçage. Je parle pour les chirurgiens dentistes présents, c'est-à-dire qu'il faut intervenir. Alors sur le plan clinique et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut distinguer 2 cas. Il y a les patients qui sont candidats à un traitement par inhibiteur de la résorption osseuse, puis il y a ceux qui sont traités. On est toujours dans un cadre ostéoporotique. Là, on n'est pas dans un cadre carcinologique. Les objectifs chez un patient, une patiente candidate donc à ce type de traitement, d'abord, je vous dis, c'est le rappel, c'est l'hygiène orale, c'est sûr. C'est l'information du risque d'ostéochimionécrose, même s'il est très très faible. Je vous ai montré tout à l'heure 0,02%, 0,04%, 0,05%. C'est très faible, mais chez la patiente chez laquelle ça arrive, c'est du 100% quand même. Donc faut pas négliger ce type d'information. D'emblée, il faudra instaurer et les informer qu'il y aura un suivi bucco-dentaire régulier tous les 6 mois. Et évidemment, il faudra informer le médecin prescripteur, généralement c'est le rhumatologue, le prescripteur principal ou primaire en tous les cas. Après, il peut y avoir des prescriptions en relais, mais qu'on a bien vu le patient et qu'il est informé que l'hygiène est correcte, etc.
Et donc, chez ces patients-là, qui sont candidats, encore une fois, à un traitement par IRO, donc on va supprimer tous les foyers inflammatoires. Les foyers inflammatoires, c'est y compris parodontos, c'est-à-dire des tartrages surfaçage. Hein. Et il n'y a aucune contre-indication pour aucun soin. C'est très clair, on est chez les patients candidates hein, à IRO, et donc il n'y a aucune contre-indication qui soit liée au traitement par inhibiteur de la résorption à venir. Il n'y a rien, on peut tout faire, en clair dans le texte, y compris, je devance éventuellement la question, les implants. Donc, comme nous l'a expliqué le docteur Guyot juste avant, il y a les deux cas hein, bien différenciés, l'ostéoporose densitométrique et fracturaire, et l'autre c'est fracturaire. Donc, dans la densitométrique, donc on n'est pas dans un cadre, j'allais dire, d'urgence. Donc, on peut initier la prise en charge bucco-dentaire en attendant d'instaurer le traitement par inhibiteur de la résorption osseuse, d'accord. Et s'il y a des actes à faire, des extractions dentaires par exemple, ou d'autres types de chirurgie, on peut attendre la cicatrisation muqueuse constatée cliniquement avant l'instauration du traitement par inhibiteur de la résorption osseuse. Les autres types de soins, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas avec une incidence osseuse, peuvent être réalisés ensuite une fois que le traitement est démarré. C'est les soins de carie par exemple, c'est les dévitalisations de dents, c'est des couronnes, c'est des soins prothétiques, tout ça peut être fait après. Donc toujours avec un suivi bucco-dentaire 2 fois par an. Donc ça, c'est pour les patientes qui ont une ostéoporose densitométrique. Chez celles qui ont une ostéoporose fracturaire, là pour le coup, la priorité, c'est le risque fracturaire. Donc c'est le traitement par inhibiteur de la résorption osseuse qui doit être démarré sans délai. Et donc, il a la priorité. Et nous, quand je dis nous, c'est chirurgien dentiste stomato, on fait une prise en charge bucco-dentaire. Donc, une fois que ce traitement est instauré, rappelez-vous ce que je vous disais hein, il y a quelques instants, c'est que les facteurs aggravants, c'est aussi la dose cumulée. Donc là, on est juste en début de traitement. Hein, donc, le risque est faible. Hein, faut bien mettre les choses à leur place. Et il n'y a pas de prescription antibiotique. Là aussi, je devance une question, je pense, systématique, au seul fait qu'on fait un acte avec une incidence osseuse. Par exemple, je fais une extraction dentaire chez une patiente qui vient de démarrer un traitement par inhibiteur de la résorption osseuse. Je ne la mets pas systématiquement sous antibiotique parce qu'elle est du seul fait qu'elle soit sous inhibiteur de la résorption osseuse. Si on mettrait une patiente lambda sous antibiotique, bien sûr qu'on la mettra sous antibiotique, mais pas du seul fait du traitement. Et donc chez les patients qui sont traités par IRO, hein, encore une fois, donc il faut rappeler l'importance de l'hygiène, bien entendu, l'importance du risque d'ostéochimionécrose, le suivi régulier, l'information au prescripteur, bien entendu. Donc on supprime tous les foyers inflammatoires, alors que ce soit des foyers inflammatoires d'origine purement dentaire ou que ce soit des foyers inflammatoires d'origine parodontale. Hein. Donc tout ça est supprimé sans restriction. Alors ça, c'est une petite mention pour mes confrères dentistes ou stomato, parce que ça a traîné dans certaines recommandations. Il n'y a aucune restriction concernant l'emploi de vasoconstricteurs dans les anesthésiques, vraiment aucune. Et on n'interrompt jamais, mais jamais, un traitement qui a été initié par inhibiteur de la résorption osseuse sans avis médical. Et là aussi, je parle à mes collègues stomato et chirurgiens dentistes, on ne le fait jamais. Si j'insiste un peu là-dessus, c'est que moi, à l'hôpital, j'ai qu'un exercice hospitalier, Pascal lui aussi, mais on constate qu'il y a des traitements qui sont interrompus, voire arrêtés, du seul fait d'un avis dentaire ou stomato. Donc non, ça, on ne touche jamais une prescription primaire. Qu'est-ce qu'on fait chez ces patients-là? Alors là, il y a deux cas de figure. Soit le traitement par inhibiteur de la résorption, ce sont des biphosphonates, soit c'est du denosumab. Biphosphonate, si la durée est inférieure à 3 ans, et rappelez-vous ce que nous disait Pascal Guyot tout à l'heure, d'accord, sur le zoledronate, justement, la durée est normalement de 3 ans, c'est 3 injections annuelles, ou 5 ans par voie orale, c'est l'alendronate, c'est le risedronate. Eh ben, c'est la même chose que sur la prise en charge préventive. Il n'y a rien d'interdit. Il n'y a aucun acte bucco-dentaire d'interdit, en particulier les implants. Si cette durée est supérieure à 3 ans ou à 5 ans,
la première chose à faire, et c'est ce que je fais très très concrètement, hein, c'est que je réadresse la patient au prescripteur primaire en disant, écoutez, voilà, je vois madame un tel ou monsieur un tel, il est toujours sous inhibiteur de la résorption osseuse, est-ce que c'est justifié? Et puis je m'en remets à l'avis du rhumato, oui ou non. De toute façon, il y aura une réévaluation du traitement, d'accord? Mais s'il y a un geste à faire avec une incidence osseuse chez ces patients-là, sur ces durées-là, hein, qui sont 3 ans et 5 ans, à ce moment-là, on fait le geste, hein, bien entendu, et il y a une prescription antibiotique qui est faite jusqu'à cicatrisation muqueuse. Alors, cicatrisation muqueuse, généralement, on l'obtient en deux ou 3 semaines, hein, sur des sites d'extraction, par exemple, on l'obtient en deux ou 3 semaines. Et si c'est le denosumab, et s'il n'y a pas de facteur de comorbidité, encore une fois, ben, c'est pareil que la prise en charge préventive, rien n'est interdit, rien n'est contre-indiqué. Aucun acte n'est contre-indiqué, y compris l'implantologie. Et sinon, et hors urgence, eh ben alors pour le denosumab, la demi-vie, et tu vas me corriger Pascal si je dis des bêtises, je crois que c'est 28 jours si mes souvenirs sont bons, et la disparition totale c'est 6 mois. L'injection qu'on fait nous en rhumatologie, c'est une injection tous les 6 mois. Donc à 6 mois, il n'y a pratiquement plus de produits. Après, ils sont au moins c'est un peu plus que 6 mois. D'accord. Donc là, vous voyez, ce qu'on fait, c'est que si le geste n'est pas urgent, si le geste a incidence osseuse, hein, encore une fois, n'est pas urgent, on peut attendre 6 mois. Sinon, on procède à l'acte et puis on fait une prescription antibiotique. Pareil qu'avec les biphosphonates, hein, c'est jusqu'à cicatrisation muqueuse, 2 ou 3 semaines. Franchement, on n'interrompt jamais. Je sais que dans la littérature, il y a des fenêtres thérapeutiques qui sont décrites parfois, en particulier avec le denosumab, mais franchement, les ostéochimionécroses ou denosumab, d'ailleurs, elles sont plus facilement gérables que sous biphosphonate, du fait de la demi-vie courte, hein, de l'anticorps du denosumab. Donc franchement, je crois que j'ai jamais arrêté un traitement. Oui, on peut éventuellement reculer un petit peu l'injection. Pour tout le monde, en particulier pour les médecins, pour les pharmaciens qui nous écoutent, là, quels sont les signes qui peuvent indiquer une consultation chez le chirurgien dentiste ou le stomato? C'est lorsqu'il y a des douleurs bucco-dentaires, surtout s'il y a des saignements gingivaux, en particulier au brossage, lorsqu'on se brosse donc les dents, si les patients ont des sensibilités de dents, des sensations de dents mobiles, ou s'ils ont une sensation de mauvaise haleine, adressez-les nous et puis on va voir ce qu'il en est. Alors, je parle bien des patients là qui sont candidats ou qui sont traités par inhibiteurs de la résorption osseuse, hein, qu'on soit bien d'accord. Cela dit, c'est vrai pour tout, hein, ça, ces signes-là, et c'est vrai pour tout. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en cas d'ostéochimionécrose avérée? Alors, c'est pas l'objet de cette formation, donc j'en parlerai pas beaucoup. Alors, sachez que moi, je les vois à l'hôpital. Simplement, on informe le patient ou on le réinforme si d'aventure il n'avait pas été informé. Eh bien, on reprend les basiques que je vous ai données tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va instaurer des mesures d'hygiène orale adaptées et en particulier, on va faire brosser l'os exposé avec un antiseptique, l'antiseptique le plus courant, hein, c'est la chlorhexidine, et avec une brosse qui est souple pour les pharmaciens qui nous écoutent. C'est des brosses à dents, c'est pas des brosses parce qu'elles brossent pas en fait, mais c'est des brosses post-chirurgicales, c'est-à-dire qu'ils ont des poils très très doux. Et en complément du brossage, juste une désinfection de surface avec la chlorhexidine, ça arrange beaucoup, mais franchement beaucoup, beaucoup les choses. S'il y a besoin d'une prescription antibiotique en cas de surinfection, on la fait. Évidemment, il y aura une prescription antalgique qui est adaptée en fonction de la symptomato. Et puis, il faut adresser le patient donc, à un service hospitalier. Hein. Les prises en charge d'ostéochimionécrose, c'est en service hospitalier uniquement, soit de maxillo, soit de chirurgie orale, soit de stomato. Et là, nous, on regarde en fonction du contexte malin, bénin, en fonction de l'état du patient, des facteurs de comorbidité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intervient ou on n'intervient pas? On voit ça dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, on fait toujours là ce que je vous ai marqué là. Toujours. Donc les quelques messages clés, si on peut se permettre, Pascal et moi, de les passer, c'est qu'un traitement par inhibiteur de la résorption osseuse ne devrait engendrer
aucun retard, mais vraiment aucun retard à la mise en place d'un traitement en cas d'ostéoporose fracturaire. Ça, c'est un gros message. C'est inutile d'attendre. On démarre le traitement par IRO et la prise en charge bucco-dentaire suit dans la foulée. Il n'y a pas d'interruption de traitement par inhibiteur de la résorption osseuse. Il n'y a aucune contre-indication à aucun type de soins bucco-dentaires dans la plupart des cas. Les actes qui sont les plus incriminés, ce sont les actes qui ont bucco-dentaires, qui ont une incidence osseuse. Donc, c'est des extractions dentaires, c'est des extractions de dents de sagesse, c'est des implants, c'est parfois la chirurgie parodontale. Franchement, c'est très rarement contre-indiqué. Et généralement, c'est chez des patients ostéoporotiques qui sont traités depuis plus de 5 ans. C'est parce que ça existe, hein, on en rencontre quand même. Alors là, c'est vrai qu'on commence à lever le sourcil et à réfléchir et à bien informer le patient sur le sur-risque pour le coup. On insiste lourdement, mais jamais assez, sur l'importance du suivi et de l'hygiène bucco-dentaire. Encore une fois, rappelez-vous le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Il y a une incidence chiffrée là-dessus. Et à ce jour, il n'y a pas de facteur prédictif du risque d'ostéochimionécrose. Et en particulier, tous les marqueurs utilisés en rhumatologie, je fais allusion ici au CTX pour les médecins présents, ce n'est pas un marqueur du risque d'ostéochimionécrose. Voilà, on a fini et puis on est ouvert à toutes les questions. Merci à vous. Il y a une question dans le chat. Il y a une question dans le chat. Avec l'allongement de la durée de la vie, on est amené à suivre très longtemps des patientes ayant déjà eu des traitements à dose efficace en cas d'aggravation sur l'ODM ou de fracture à 5 ou 10 ans après. Si aucun problème dentaire, avec le risque cumulatif des glyphosphonates, comment on fait? Pascal ? Je crois qu'on ne connaît pas bien le risque cumulatif. Alors effectivement, on est amené à retraiter des patients au bout de 5, 10 ans, voire 15 ans, 20 ans. Et le risque cumulatif, on ne le connaît pas. Je passe la parole à Philippe et je crois qu'il est d'accord avec moi. Oui, là, c'est vrai qu'on commence à voir effectivement des patientes surtout, effectivement, qui ont des durées de prescription importantes, avec des interruptions de traitement, comme l'expliquait très bien le docteur Guyot, et puis des reprises de traitement. Là, personnellement, ce que je fais, c'est que je raisonne en année de prescription, mais cumulative, c'est-à-dire que j'ajoute toutes les durées les unes aux autres. Je repars pas après l'interruption. S'il y a une première phase de 3 ans, une interruption de 2 ans, puis de nouveau 3 ans, ça fait 6 ans, vous voyez. Et donc, alors 20 ans, moi, j'ai jamais vu encore. Mais 20 ans, oui, on doit commencer à voir avec l'allongement de la durée de vie, là, comme le dit notre collègue. Là, c'est clair qu'on soulèvera peut-être même les deux sourcils. Hein, c'est-à-dire que là, par exemple, très concrètement, s'il y a une durée cumulée de plus de 20 ans sous biphosphonate, c'est clair que j'attirerai son attention sur le risque non quantifiable, parce qu'on ne le connaît pas, mais sur le sur-risque, par exemple, sur certains actes osseux, et en particulier les implants. Et là, pour le coup, c'est vrai que les implants dentaires, chez ce type de patiente-là, je déconseillerais, c'est sûr. Hein. Pascal? Là, on ne vous entend pas. Pascal, je vois que tu lèves la main. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. En fait, l'idée avait germé à la suite d'une intervention du docteur Guyot qui était venu très gentiment dans mon groupe de FMC et on en avait discuté et je suis contente, ça fait déjà un moment mais ça a pu aboutir et j'espère qu'on pourra faire une plaquette pour mieux communiquer. Donc, moi, je me dis, vu la démographie des rhumatologues, en première intention, on est amené, nous, les généralistes, de plus en plus à prescrire du biphosphonate. Et dans les cas les plus simples, parce que évidemment, après, on a les experts, soit par le biais de la téléexpertise, soit on vous les adresse en consultation. Mais c'est compliqué pour nous d'avoir les rhumatologues. Donc, au vu des chiffres de la population qui devrait être traitée, je pense qu'il faut bien voir qu'en première intention, ça va être les généralistes. Et puis, je pense que, enfin, moi, je n'hésite pas à prendre mon téléphone pour appeler les dentistes
je pense qu'il faut vraiment qu'on communique parce que quand vous dites que les patients arrêtent les traitements, bah, nous, on les voit aussi et puis finalement, ça passe sous les radars et ils reviennent pas nécessairement consulter. Et par ailleurs, bah, la vitamine D est arrêtée aussi, enfin, et tout le tintouin, quoi. Donc, enfin voilà, ça c'est les problématiques. Et le vieillissement de la population et la durée, enfin moi là clairement, moi je passe la main après pour une fois qu'on a bien fait les choses, c'est plus de notre ressort à mon avis. Je vais juste rebondir sur vos commentaires. Lorsque on me demande de faire des formations pour mes collègues chirurgiens dentistes ou stomato, j'insiste, mais plus que lourdement, sur le risque en termes d'années de vie que fait courir l'arrêt d'un traitement par inhibiteur de la résorption osseuse. Rappelez-vous les 2 diapos que nous a montré Pascal, les risques de mortalité diminuaient de 28% sur le zolidronate. Donc c'est pas qu'une incidence bénigne, il y a une incidence sur la durée de vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'est pas assez nombreux, nous, rhumatologues, pour prescrire les traitements anti-ostéopathiques et on n'est pas beaucoup non plus de rhumatologues à s'intéresser à l'ostéoporose. Donc, ça en fait encore moins. Donc, bien sûr que le médecin généraliste est en première ligne pour prescrire les bisphosphonates. Et le dénosumab, je ne sais pas, mais en tout cas, les bisphosphonates, je suis sûre. Judith. Bonjour. Alors, même si le webinaire est sur l'ostéoporose, j'avais une question par rapport au denosumab. Moi, j'ai certaines de mes patientes qui ont du denosumab Prolia, je crois, quand elles sont alors si j'ai bien compris, en prévention de métastases osseuses suite à un cancer du sein. Je crois que c'est ça, hein. Donc, est-ce que c'est la même attitude en fait? Elles ont des doses énormes là, de denosumab. Elles ont des injections de 120 mg tous les mois. Oui, donc d'autant plus. Ouais, ça s'appelle pas Prolia d'ailleurs dans ce cadre-là, ça s'appelle Xgeva. Ah oui, exact. Oui, oui, j'ai eu ça, oui. Voilà. Et pour l'ostéoporose, c'est le Prolia, effectivement, c'est le même produit, mais enfin, c'est le Prolia, c'est à 60 mg et c'est tous les 6 mois. Donc, vous voyez, les doses sont bien différentes. Et moi, je ne connais pas bien le problème avec l'Xgeva, mais c'est des doses énormes. Donc, pour faire les soins dentaires d'un mois à l'autre, je ne sais pas comment vous faites. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Alors, l'un, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'un est pris dans un cadre carcinologique, même c'est une prévention de métastase, c'est un cadre carcinologique. Hein. Là, pour le coup, c'était pas l'objet du topo, hein, c'est pour ça que je me suis pas appesanti dessus. Non, non, mais il y a certains gestes, alors il n'y a pas de problème, il y a certains gestes incidence osseuse qui sont contre-indiqués et qui sont contre-indiqués au sens premier du terme, et en particulier les implants dentaires. Les implants sont contre-indiqués chez tout patient candidat ou traité par inhibiteur de la résorption osseuse dans un cadre oncologique. Que ce soit du biphosphonate ou du denosumab, là en l'occurrence, il n'y a pas d'implant dentaire. C'est une contre-indication formelle. Et lorsqu'on est obligé d'intervenir, j'allais dire presque à main forcée sur des extractions dentaires, on le fait hein, bien entendu pour supprimer généralement un foyer infectieux, mais on le fait. Le patient est sous antibiotique ou la patiente est sous antibiotique. On fait des adaptations muqueuses, c'est-à-dire qu'on essaye de refermer le site opératoire par des systèmes de lambeaux de manière la plus hermétique possible. Alors hermétique, j'allais dire, à l'échelle bactérienne, c'est des autoroutes, mais on essaie de refermer de la manière la plus hermétique possible et on maintient l'antibiothérapie jusqu'à fermeture muqueuse. Ça, c'est dans un cadre oncologique. Dans un cadre bénin, on fait ce que je vous dis. Et encore une fois, il n'y a rien d'interdit hein, dans un cadre bénin. Donc attention, quand on a une patiente sous Xgeva, donc voilà, faut que la lampe s'allume, entre guillemets.
Effectivement, ça fait partie des choses à évaluer dès le début. Alors, le dénosumab, dans le cadre de l'ostéoporose, effectivement, c'est Prolia, et dans le cadre carcinologique, c'est XG20. Et le zoledronate, le zoledronate dans le cadre dans le cadre ostéoporotique en injectable, c'est Aclasta. C'est Aclasta, oui. C'est Aclasta aussi, hein, dans le... Pardon? Aclasta, c'est le zoledronate. D'accord? Merci. Pascal? Oui, alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un outil de communication entre nous et les dentistes, un peu comme il y avait eu pour les problèmes cardiaques, quand il y avait un détartrage, on avait une carte qui avait été faite, je crois, par la Société française de cardiologie. Soit c'était vert, il n'y avait pas besoin d'antibiothérapie avant les soins dentaires, soit c'était rouge et là, il en fallait. Est-ce qu'on pourrait imaginer une espèce de carte qu'on remette aux patients qui puisse donner aux dentistes en disant feu vert, il y a un traitement, on est juste dans l'entretien classique, ou enfin inversement, une espèce de lettre de liaison entre nous, quoi. Enfin, je ne sais pas comment faire parce que je sens que sur le terrain, c'est quand même très compliqué cette histoire. Oui, sans aucun doute. On peut progresser dans la communication, c'est évident. Simplement là, je pense qu'il faudrait que ça prenne une dimension nationale. Les outils que vous mentionnez au niveau cardiaque, c'est au niveau national. Hein. C'est les cartes de cardioprévention qui sont faites en particulier par l'AEPUI, c'est-à-dire l'Association d'études et de prévention de l'endocardite infectieuse. Là, je pense qu'il faut s'adosser à une structure nationale. Alors, j'ai vu là dans les participants à cette réunion que il y a Benoît Perrier qui est président de l'UFSBD, donc l'Union française pour la santé bucco-dentaire, ou en tous les cas, il y a quelqu'un qui est branché avec son nom, mais j'imagine que c'est Benoît qui est là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de faisable, oui, mais au niveau national. Si c'est au niveau régional, je pense que chacun va avoir... Enfin, il y aura moins de portée, et puis il peut y avoir, j'allais dire, des points de vue, c'est ça, des points de vue différents. Donc, je pense qu'il faut que ça prenne un tour national, cette histoire-là, avec les rhumatos, avec nous, évidemment, et évidemment des grosses associations telles que l'UFSBD. Mais Benoît Perrier, si tu es là, Benoît, tu peux t'exprimer. Hein. Oui, bonjour. Il y a déjà eu des réflexions, mais effectivement, il n'y a jamais eu de consensus au niveau national pour aboutir à un document. Après, parce que les cas sont assez différents en fonction des patients, il peut y avoir quand même des spécificités. En cardio, on avait des choses assez tranchées, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi pour l'instant à avoir ça sur biphosphonate et même sur d'autres axes. Mais par contre, comme vous disiez, les cours-liaisons sont importants. Maintenant, les chirurgiens dentistes sont tous aussi sur les messageries sécurisées, donc ce sont des outils, on va dire, on a des outils pour communiquer qui existent. Et après, sur un consensus national, on verra si on aboutit à des choses, mais pour l'instant, ce n'était pas le cas, effectivement, entre différents membres, que ce soit des spécialités médicales, dentaires et même au niveau pharmacologique. Et l'UFSBD peut-elle faire des fiches patients? Parce que c'est ça, finalement, qui est dans la demande aussi, je crois, des fiches patients, des fiches praticiens, d'ailleurs. Oui, c'est possible. On en avait travaillé il y a quelques années, qu'il faudrait peut-être revoir. C'est un travail qu'on peut faire ensemble, Pascal, si tu peux aussi. Hein. Ouais, ok. Ah oui, tu parles à Pascal. Okay. Il y a plusieurs. Parce que je pense qu'il faut être pluriprofessionnel hein, sur ces fiches. C'est obligatoirement pluriprofessionnel. Si on veut que ça soit consensuel, c'est obligatoirement pluriprofessionnel. Ah ouais. Judith? Ma question, c'était est-ce qu'il y a d'autres traitements à l'avenir qui pourraient être envisagés qui n'auraient pas ces incidences bucco-dentaires? Vous parlez de l'ostéoporose? Non. D'accord, c'est clair et net. J'aurais aimé, moi, connaître ça, mais voilà. Donc, non. Pour l'instant, on en est
inhibiteurs de la résorption osseuse. Alors, est-ce qu'on aura des inhibiteurs de la résorption osseuse plus malins, moins, j'en sais rien, mais c'est pas maintenant en tout cas, non. Vous ne le connaîtrez ni vous ni moi, je pense. D'accord. Dommage. C'est clair. Il y a une dernière question dans le chat. Les avulsions peuvent donc être réalisées au cabinet dentaire pour tous ces patients. Seuls ceux ayant une ostéonécrose seront adressés au CHU. Alors oui, j'allais répondre parce que Pascal Guillaume m'a fait remarquer qu'il y avait cette question-là. On la voit apparaître effectivement sur le chat. Alors la réponse est oui. Est-ce que les extractions dentaires peuvent être réalisées au cabinet dentaire? C'est oui, puisque si vous avez bien compris, c'est des actes qui peuvent être réalisés chez tout le monde. Y compris chez les patients qui sont traités dans un cadre fracturaire. Il peut y avoir besoin, mais c'est ce que je vous ai dit, d'une prescription antibiotique concomitante. Alors, ce sont des prescriptions antibiotiques tout à fait classiques. C'est style amoxicilline 2 grammes par jour en 2 prises. Voilà, en revanche, la seule chose à bien vérifier, c'est la cicatrisation muqueuse. C'est la seule chose à faire. Mais oui, ça peut être fait y compris donc chez les femmes ostéoporotiques avec un risque fracturaire, qui sont les plus graves d'entre elles. Adressé au CHU, n'adressez que lorsque vous avez une suspicion d'ostéochimionécrose. Là oui, il faut adresser au CHU, c'est sûr. Mais sinon, non, tout est réalisable en cabinet d'omnipratique, c'est-à-dire chez tout un chacun. Avec point de suture obligatoire, j'imagine, alors du coup, pour diminuer l'étanchéité? Pas nécessairement. C'est vrai chez les patientes à risque fracturaire qui ont déjà un traitement qui est initié. Donc on fait ça, l'extraction dentaire, puisque c'est le geste qui est cité en exemple, on le fait avec une prescription antibioprophylactique. C'est vrai que j'essaye de fermer l'alvéole résiduel par des points de suture. Mais pour dire la vérité, je fais ça chez tout le monde. Donc, Bah oui, c'est pour ça. donc il n'y a pas de problème. Mais oui, il faut essayer. L'idée derrière, c'est de maximiser la cicatrisation muqueuse, évidemment. La question suivante, c'est 2 grammes par jour d'amox sur 10 jours. Ça dépend. Si c'est c'est juste chez les patientes qui sont à risque fracturaire et chez lesquelles donc on fait cette prescription antibiotique, c'est jusqu'à cicatrisation muqueuse constatée. C'est ce que je vous ai dit dans mon exposé. Ça peut prendre 2 à 3 semaines. Alors pour l'instant, je dévoile rien parce que il va y avoir en ce moment là la Haute Autorité de Santé se penche sur l'actualisation des prescriptions des antibiotiques en bucco-dentaire. Il y aura ce cas de figure là qui sera envisagé. Ça va sortir en 2026, je crois. Mais ça sera ce que je vous dis, de toute façon, puisque c'est déjà publié chez les Américains. Donc, ça sera ça. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une question supplémentaire? Eh bien, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup. On va parvenir le questionnaire de satisfaction à la suite pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé de cette intervention. Merci beaucoup à nos 2 intervenants de cette présentation. Je pense qu'il y a beaucoup plu. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.